Merci d'être avec nous sur CNews pour 2 heures d'analyse, d'information et de confrontation des points de vue. Ce sont les voix de l'info sur un sujet sensible qui nous concerne tous, la lutte antiterroriste et notre protection, la protection des Français et des citoyens. Et à l'occasion bientôt de la présentation du projet de loi du gouvernement qui va être bientôt présenté au Parlement, eh bien nous allons analyser l'état de cette menace, les dispositifs. Et pour en parler, je suis entourée de nos invités ce soir. Coralie Dubost, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes députée de La République En Marche de l'Hérault, également membre de la commission des lois au Parlement. Georges Fenech, bienvenue à vous. Magistrat de formation, on connaît votre expérience dans le domaine de la sécurité et de la lutte antiterroriste. Vous avez été notamment à la tête d'une commission d'enquête dans ce domaine. Et Laurence Bisson nous accompagne, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général du syndicat de la magistrature. Et Pierre Conessa, bienvenue et bonsoir. Ancien haut fonctionnaire au ministère de la Défense. Et puis il y a aussi les attentats déjoués. Coralie Dubost, il y en a beaucoup. Le ministre de l'Intérieur a évoqué une douzaine, plus précisément 11 attentats qui ont été déjoués depuis le début de l'année, depuis 2017. Tous les services de police, les magistrats font état d'une forte menace. Vous travaillez, je l'ai dit tout à l'heure, dans cette commission des lois pour le Parlement en préparation de ce texte du gouvernement. C'est aussi pour cela qu'il a été fait, ce texte. Tout à fait. C'est un sujet, effectivement, comme ça a été abordé, qui est complexe, qui a des causes qui sont à la fois exogènes et endogènes. Nous nous sommes engagés, et le président de la République s'est engagé à sortir de l'état d'urgence, mais effectivement sans laisser pour autant la population dans le dénuement. Et c'est bien pour cela, pour assurer cette protection des populations dans ce contexte de terrorisme durable, malheureusement, qui va mettre un certain temps à être démantelé, avec un renforcement des outils très particuliers pour les différents corps de police, de gendarmerie, militaire, etc. Nous, au Parlement, alors pour l'Assemblée nationale, la Commission des lois, nous avons attaqué les auditions. D'ailleurs, je vous ai entendu à cette occasion. Vous écoutez les responsables des syndicats de magistrature, les magistrats, les policiers, les services de renseignement. Les militaires, la gendarmerie, la DGSI. Donc, qui vous disent tous, j'imagine, même dans la confidentialité de vos commissions, la même chose, le même message. Ils ont parfois quelques nuances à apporter, mais il y a bien évidemment des messages communs qui se dégagent et des points d'équilibre à trouver pour notre part avec les enjeux de sécurité que nous connaissons et les enjeux de protection des libertés fondamentales que nous connaissons également. Coralie Dubost, qui vont entrer dans la loi des dispositions de l'état d'urgence. Est-ce que vous nous dites c'est une bonne chose finalement? On maintient la sécurité qu'il y a autour de l'état d'urgence, mais on va le graver dans la loi? Alors, petite précision de départ qui me semble très importante d'apporter, il ne s'agit pas de la transposition des dispositions de l'état d'urgence dans la loi ordinaire. Ça, c'est important de le dire. L'état d'urgence, ça s'applique dès lors qu'il y a un trouble à l'ordre public. Or là, on est bien sur une lutte contre le terrorisme et absolument toutes les dispositions et tous les dispositifs qui sont prévus dans le cadre de ce projet de loi restreignent le champ d'application à la prévention des actes terroristes. Donc ce n'est pas l'état d'urgence de façon globale et ça apporte plus de garanties dans ce cadre-là. Comment alors? Parce qu'on a des inquiétudes. Si vous nous dites que toutes les dispositions de l'état d'urgence ne sont pas comprises dans la loi, qu'est-ce qui nous garantit cette protection? Ce sont des dispositifs très spécifiques, adaptés à la lutte antiterroriste et qui viennent renforcer la boîte à outils du travail de renseignement précisément, pour prévenir. Parmi effectivement cette boîte à outils, il faut évoquer l'un des dispositifs les plus importants quand même, à côté des visites et perquisitions administratives, ce sont les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance. C'est-à-dire que demain, si cette loi est votée, le préfet pourra assigner à résidence dans le secteur, le périmètre de la commune, un individu suspect. Il pourra aussi ordonner un placement sur surveillance électronique. C'est une nouveauté importante, mais on peut penser, si vous voulez, que compte tenu du contexte aujourd'hui de menaces terroristes, ce sont des mesures qui sont nécessaires, étant précisé que ce dispositif et cette loi sera réévalué en 2020 pour savoir si effectivement on peut modifier encore, alléger ou renforcer. Alors la clause de sunset, effectivement, elle est prévue pour 2021 pour le moment. Oui, alors on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais on va prendre un exemple concret. Et ce qui me semblait important aussi de rappeler tout de même, et j'appuierai en ce sens ce qui vient d'être énoncé par M. Fenech, c'est que les formes de terrorisme sont nouvelles aussi. La menace est nouvelle. Elle a des formes nouvelles. Donc ça justifie une autre loi. Numérique. Oui, on est dans une époque numérique. On a affaire parfois aussi à des loups solitaires, à des personnes qui sont isolées, qui se renseignent directement sur le net. Ce n'est plus la même forme d'organisation que les services de renseignement doivent combattre. Même si ce terme de loup solitaire fait parfois hurler. Pour les délits qui existent dans notre droit. Je ne vais pas faire de hiérarchie, mais est-ce qu'il ne vaut mieux pas, je ne fais pas de hiérarchie,
Le mieux, c'est qu'il n'y ait pas d'erreur. Mais est-ce qu'il ne vaut mieux pas une erreur administrative, plutôt malheureusement, qu'un acte terroriste? Mais ce qui est terrible, c'est que dans le raisonnement, si vous parlez de l'erreur administrative, vous êtes en train de raisonner par l'exception. Je raisonne, par exemple, comment raisonner lorsqu'on parlait de l'affaire d'Outreau. Et précisément, nous voulons sortir d'un régime d'exception et permettre d'avoir des dispositifs qui maintiennent tout à la fois les enjeux de sécurité qui sont devenus réellement extrêmement complexes. Nous le savons, les techniques de renseignement demandent à se réinventer tout en garantissant les libertés fondamentales. D'ailleurs, en sortant de l'état d'urgence de façon définitive, on retrouve aussi tout ce qui est liberté de manifester, de se réunir, etc. Il me semble qu'il y a quand même des apports fondamentaux à cette sortie de l'état d'urgence dont il ne faut la liberté de manifester, on le verra demain, elle n'est pas touchée. Ça, vous le verrez. D'ailleurs, on verra l'ampleur. Certains préfets, en effet, ne recourraient pas à cette décision administrative. Un petit peu la radicalisation. Et Coralie Dubost, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb en a parlé cette semaine dans une longue interview aux Parisiens hier. Il a insisté sur une mesure qui concerne les policiers, les gendarmes, les militaires, les douaniers et le personnel pénitentiaire. Et il souhaite, je cite, pouvoir muter et radier un fonctionnaire radicalisé lorsque celui-ci exerce a fortiori des missions de sécurité. Est-ce que ce sont des cas que l'on observe de plus en plus? Est-ce qu'il y a des cas comme ça, de plus en plus d'infiltration dans des domaines qui sont quand même hautement stratégiques et sensibles? Alors, ce sont des proportions qui sont très restreintes, mais toutefois, je pense qu'en la matière, sur des postes clés, avec des enjeux de sécurité tels et d'accès à l'information, bien évidemment, 2 personnes, c'est déjà trop. On ne peut pas se permettre une erreur, là, précisément. Donc, c'est bien pour cela que ces amendements sont passés. Il est bien évident que ce dispositif fait partie des enjeux de prévention à long terme et qu'il en faudra d'autres, d'ailleurs, pour endiguer aussi en matière éducative et de prévention dans la vie quotidienne. C'est un vrai sujet. Donc, on va dire qu'on pense qu'un tel, sur la base d'éléments de preuve extrêmement ténus, est potentiellement radicalisé. Et on va lui faire perdre son emploi. Non, mais parce que précisément, se situe encore dans cette zone grise où il faut venir confirmer ou infirmer un renseignement. Démocratie, ça on n'est pas encore dans une phase judiciaire, on est dans l'infrajudiciaire. Et on le sait, c'est particulier à la menace terroriste, c'est particulier à certaines situations de radicalisation. C'est bien pour cela que nous sommes dans un domaine dérogatoire qui est effectivement extrêmement complexe. Il y a un point d'équilibre à trouver qui sera trouvé. Parce qu'il le faut, et je ne pense pas que ce soit seulement un principe de précaution, je pense qu'il y a une responsabilité politique de prévention. C'est intéressant, vos divisions. Français si nous n'assumons pas cette responsabilité. D'ailleurs, principe de précaution, responsabilité, prenons un exemple concret. Si c'est dans un aéroport, un grand aéroport parisien, un haut fonctionnaire qui est soupçonné, vous dites, Laurence Bisson, attention, non, il doit y avoir toute une procédure qui va finalement enquêter et on va arriver à soit un stade de radicalisation ou pas. Et vous, Coralie Dubost, avec le gouvernement, ce qui a été déposé, c'est s'il y a soupçon, il peut y avoir mutation ou voire le haut fonctionnaire qui est radié. Ce sera plus que du domaine du soupçon. Il y aura des croisements d'informations et des renseignements. Et c'est toujours tous ces dispositifs qui sont envisagés nouveaux, qui vont être intégrés dans le droit commun, sont des dispositifs qui visent à renforcer les techniques de renseignement et à renforcer les sources d'information sans pour autant, parce que ça on ne l'a pas évoqué non plus, sans pour autant exposer les sources. Il faut mais en quoi le droit pénal ne suffit pas? En quoi le droit pénal et la procédure disciplinaire ne suffisent pas? Peut-être Georges Fenech. Je pense que la réponse a été donnée. On est dans l'infrajudiciaire. On n'est pas dans l'infraction pénale. On a eu quand même l'occasion de parler de ce texte à venir et de cette loi antiterroriste. Merci pour ce débat. Merci pour vos analyses. Merci à vous.